L'actu en perspective, l'actu de France, et d'ailleurs, on commence. Une mer enclavée vient de devenir le corridor qui pourrait permettre à la machine de guerre iranienne de continuer à tirer pendant 2 mois de plus, et c'est la partie qu'aucune conférence de presse ne peut faire disparaître. Il y a 2 jours, un navire russe transportant des munitions a traversé la mer Caspienne avec la plus grande cargaison explosive déplacée depuis le début de tout ce conflit. Le Mikhail Strekhalovsky, un navire de transport de munitions conçu spécialement et exclusivement pour déplacer des charges militaires sur l'eau, est arrivé à Bandar Anzali, sur la côte nord de l'Iran, le 24 avril 2026. Ce qui a été déchargé de ce navire dans les heures qui ont suivi est sur le point de modifier fondamentalement la direction de la campagne terrestre. Le Mikhail Strekhalovsky n'est pas un cargo polyvalent. Il porte une classification militaire officielle de navire de munitions, ce qui signifie qu'il a été conçu dès la coque pour transporter des cargaisons explosives sur de longues distances en mer sans incident. Sa structure interne est renforcée bien au-delà des normes du transport maritime commercial. Chaque cale est compartimentée de façon indépendante, afin qu'une détonation dans une section ne puisse pas se propager au reste du navire. Des systèmes de régulation de la température et de contrôle de l'humidité fonctionnent en continu à l'intérieur, parce que des conditions instables de chaleur et d'humidité autour de munitions explosives sont précisément ce qui provoque des accidents catastrophiques en mer. Ce n'est pas un porte-conteneur qui aurait simplement embarqué une cargaison mixte de matériel militaire à côté de frais civils. C'est un arsenal flottant spécialisé opérant sous pavillon naval russe et il vient de décharger plus de 500 tonnes de munitions militaires directement sur le sol iranien. Et il ne faut pas se tromper sur ce que ce chiffre signifie concrètement. Le navire est parti de Makhachkala, une importante ville portuaire située sur la rive ouest de la mer Caspienne, dans la République russe du Daghestan. De là, il a navigué vers le sud sur environ 300 000 d'eau intérieure entièrement fermée, en passant par les zones territoriales de la Russie, du Kazakhstan et du Turkménistan, avant d'atteindre les eaux contrôlées par l'Iran, près de la rive sud. La mer Caspienne est entièrement enclavée. Il n'existe aucun passage maritime la reliant à un océan. Aucun actif naval occidental ne peut l'atteindre. Aucun navire de surveillance de l'OTAN ne peut opérer à l'intérieur de ses limites. C'est le genre de détail qui ne rentre jamais dans un slogan de victoire à la Donald Trump, parce que la géographie a cette mauvaise habitude d'ignorer les applaudissements. Les États-Unis n'ont absolument aucune présence navale sur la mer Caspienne, Israël non plus, aucune autre force militaire alignée sur l'Occident, sur la planète non plus. Cette route se trouve fondamentalement hors de portée opérationnelle de toute marine hauturière, qui pourrait autrement chercher à surveiller ou à intercepter un tel transfert. La Russie l'a parfaitement compris lorsqu'elle a choisi ce corridor et elle continue d'exploiter cette réalité géographique en pleine conscience de ce qu'elle signifie. Pour les mégaphones pro-Trump, c'est là que la carte devient gênante, parce qu'aucune bravade télévisée ne permet de faire entrer un porte-avions dans une mer enclavée. Bandar Anzali est le principal port iranien tourné vers la mer Caspienne, situé à environ 150 000 au nord-ouest de Téhéran, le long de la côte nord du pays. Les registres des douanes et des autorités portuaires iraniennes confirment que le Mikhail Strekhalovsky a accosté précisément au quai 7, qui est le poste militaire désigné utilisé exclusivement pour les expéditions du corps des gardiens de la révolution islamique. Ce n'était pas un quai de réception civile. Les opérations de déchargement ont commencé quelques heures après l'amarrage du navire. Des grues de levage lourd ont transféré des cargaisons palettisées par étapes organisées directement vers des camions de transport militaire qui attendaient sur le quai. Ces camions ont circulé sous escorte des forces terrestres du corps des gardiens de la révolution islamique et se sont rendus directement vers des dépôts de munitions renforcés situés dans les provinces d'Alborz et de Téhéran. La chaîne de responsabilité du navire russe au dépôt militaire iranien a été directe, efficace et totalement incontestée. Maintenant, je dois parler de ce qui se trouvait réellement dans ces cales, parce que les chiffres précis exigent qu'on s'y arrête. Le manifeste complet de la cargaison représente plus de 500 tonnes de munitions militaires réparties dans plusieurs catégories. Les obus d'artillerie de 152 mm dépassaient les 40 000 unités. Les projectiles de roquettes de 122 mm représentaient plus de 25 000 unités individuelles. Les obus de mortier de 82 mm et de 120 mm sont arrivés en nombre combiné estimé à environ 18 000. Les ogives de RPG, 7 totalisaient environ 6 000 unités. Au-delà de ces catégories principales, des munitions pour armes légères supplémentaires et diverses charges explosives ont poussé le poids total au-delà du seuil des 500 tonnes, ce qui fait de cette livraison la plus importante livraison unique de toute la guerre, est loin. Pour comprendre pourquoi ces chiffres sont réellement significatifs, il faut un certain contexte. Un seul obus d'artillerie de 152 mm pèse 48 kg à lui seul. Multipliez cela par 40 000 obus
Et le résultat correspond à suffisamment de munitions d'artillerie soutenues pour maintenir des opérations de tir au niveau d'un bataillon pendant plus de 60 jours d'engagement actif au combat. Il ne s'agit pas d'un réapprovisionnement d'entretien destiné à compléter modestement des réserves épuisées. Il s'agit d'une réserve de munitions pour guerre terrestre, capable de soutenir de manière indépendante des opérations offensives et défensives prolongées. C'est un chiffre dur, pas une formule de campagne électorale, ce qui explique probablement pourquoi il est plus difficile à scander et beaucoup plus difficile à balayer du revers de la main. Les roquettes de 122 mm sont les munitions standards du système lance-roquettes multiples BM-Vink et un Grad, que l'Iran utilise dans une partie importante de sa force d'artillerie. Chaque lanceur Grad individuel est capable de tirer 40 roquettes en moins de 20 secondes à cadence de salve complète. Lorsque je fais le calcul avec 25 000 roquettes par rapport à ce taux de consommation, le résultat dépasse 625 salves complètes de lanceurs, ce qui prolonge la capacité opérationnelle de tir de roquettes de plus de 2 mois au rythme de consommation que l'Iran maintenait avant cette livraison. Il existe une idée persistante dans le débat public selon laquelle la guerre moderne serait dominée à tous les niveaux par les munitions guidées de précision et les systèmes de missiles avancés. Les données réelles sur les pertes et l'attrition dans les conflits terrestres actuels et récents racontent une histoire très différente. Les systèmes d'artillerie représentent l'écrasante majorité des pertes subies dans les combats terrestres conventionnels. Les forces iraniennes tiraient entre 2000 et 3000 obus d'artillerie et roquettes par jour sur leur ligne de front active. À ce rythme de consommation, les munitions livrées le 24 avril prolongent à elles seules leur capacité d'appui-feu terrestre d'une estimation plancher de 65 jours. Ce chiffre pourrait s'étirer davantage si les commandants choisissent de modérer le rythme de tir dans certains secteurs afin de préserver les réserves pour des opérations concentrées ailleurs. Le moment stratégique de cette livraison ne peut pas être séparé de ce qui l'a précédé. Les stocks de munitions iraniens ont subi de graves dommages à cause des opérations aériennes. Des frappes confirmées contre des installations de stockage à Kermanshah, Hamadan et Ispahan avaient éliminé environ 35% des réserves iraniennes d'obus d'artillerie d'avant-guerre au 20 avril. Les commandants terrestres iraniens avaient déjà commencé à appliquer des protocoles de rationnement de l'appui d'artillerie dans les secteurs contestés. La guerre terrestre glissait progressivement vers une posture où l'appui-feu soutenu devenait un facteur limitant plutôt qu'un outil opérationnel fiable. Cette livraison russe renverse cette trajectoire en un seul mouvement. Les commandants terrestres iraniens se sont réveillés le 25 avril avec accès à des réserves de munitions qu'ils n'avaient pas 48 heures plus tôt, et ces réserves sont suffisantes pour reprendre des tirs de suppression complets, soutenir des opérations défensives retardatrices et maintenir des barrages préparatoires avant toute offensive terrestre planifiée. La route de la Caspienne possède une valeur stratégique qui dépasse largement la simple commodité logistique. Cette mer est enclavée et partagée uniquement par la Russie, le Kazakhstan, le Turkménistan, l'Iran et l'Azerbaïdjan. Parmi ces 5 États riverains, 4 sont soit neutres envers la Russie, soit activement alignés sur les intérêts stratégiques de Moscou. Le 5e, l'Azerbaïdjan, maintient une posture diplomatique prudente qui ne se traduit par aucune capacité d'interdiction significative. Aucune force navale occidentale ne peut patrouiller la Caspienne. Aucun navire de surveillance de l'OTAN ne peut opérer dans ces eaux. La Chine, malgré son rôle important dans la dynamique mondiale d'approvisionnement en armes, ne peut pas faire entrer de cargo dans la Caspienne et les navires chinois qui tenteraient d'entrer dans le golfe Persique feraient face à un risque réaliste d'interception par les groupes aéronavals américains positionnés dans la région. La route de la Caspienne élimine ces 2 vulnérabilités en même temps. La Russie charge les munitions à Makhatchkala, les fait naviguer à travers des eaux intérieures partagées exclusivement avec des États alignés ou neutres, puis les livre aux forces militaires iraniennes sans rencontrer un seul point d'inspection, mécanisme d'interdiction au risque crédible de saisie. Cette route fonctionne dans une obscurité pratique, sauf si des satellites occidentaux se trouvent au-dessus au moment précis du chargement et du déchargement. Elle est répétable, elle est extensible. Et l'isolation géopolitique qu'elle offre contre toute réponse occidentale est permanente. C'est la partie que les éléments de langage pro-Trump ont tendance à passer sous silence, parce qu'un corridor d'approvisionnement impossible à bloquer sonne beaucoup moins bien que l'idée que chaque crise se règle avec une seule phrase musclée. Le Mikhail Strekhalovski lui-même fait partie de la flotte auxiliaire du ministère russe de la Défense. C'est un actif logistique militaire d'État et non un navire civil affrété pour un service irrégulier. Il dispose de cloisons résistantes aux explosions, de systèmes d'extinction incendie conçus à cette fin et d'une architecture de gestion du fret construite spécifiquement autour de la manutention de munitions explosives. Ce transfert n'a pas été mené dans l'ombre par des intermédiaires ou par des arrangements de transport maritime par procuration. Il s'agissait d'un réapprovisionnement militaire officiel d'État à État,
effectuée ouvertement en plein jour par un navire du gouvernement russe, livrant des munitions du gouvernement russe à des installations militaires iraniennes. Les médias d'État russes ont choisi de ne pas diffuser l'événement, mais les responsables de la défense russe n'ont fait absolument aucun effort pour le dissimuler à l'observation satellitaire ou au système de surveillance portuaire. Le message inscrit dans cette combinaison d'action et de silence est délibéré. La Russie est prête à armer l'Iran. La Russie est capable de le faire par une route qui ne peut pas être bloquée. Et la Russie semble calculer que le faire ouvertement n'entraîne aucune conséquence qu'elle juge prohibitive. Dans le style médiatique de Donald Trump, le silence signifie habituellement que quelqu'un prépare un slogan. Ici, le silence ressemble plutôt à tout le monde qui remarque discrètement que le slogan n'est relié à aucun levier réel. Le 24 avril marque le 56 jours de l'opération Epic Fury, la campagne militaire conjointe américano-israélienne contre l'Iran, qui a commencé le 28 février. Les forces terrestres iraniennes sont engagées dans des opérations défensives continues sur plusieurs lignes de front depuis près de 2 mois complets. Les unités d'artillerie et de roquettes ont tiré à des rythmes soutenus qui ont progressivement épuisé les stocks plus vite qu'ils ne pouvaient être reconstitués par n'importe quel canal national disponible ou toute chaîne d'approvisionnement déjà existante. Le rationnement avait commencé, l'appui-feu se resserrait. Et à ce moment opérationnel précis, la plus importante livraison unique de munitions de tout le conflit est arrivée par une route que ni les États-Unis ni Israël ne peuvent interdire sans déclencher une confrontation militaire directe avec la Fédération de Russie. Le moment choisi n'est pas une coïncidence. Il est le produit d'une coordination stratégique délibérée entre Moscou et Téhéran, calibrée pour arriver au moment où son impact sur la capacité opérationnelle iranienne serait maximal. Les agences de renseignement occidentales ont presque certainement suivi cette cargaison dès l'instant où le Mikhail Strekhalovski a commencé son chargement à Makhachkala. Le départ du navire aurait été détecté par observation satellitaire. Son transit à travers la Caspienne aurait été surveillé. Son arrivée et son déchargement à Bandar Anzali auraient été confirmés par analyse d'images. Et pourtant, aucune déclaration publique n'est venue du Pentagone. Aucune réponse officielle n'est venue des forces de défense israéliennes. Aucun gouvernement membre de l'OTAN n'a publié de déclaration publique sur ce qui venait de se produire. Ce silence n'est pas le produit de l'ignorance. Il est le produit de l'absence de toute réponse militaire ou diplomatique viable. Il n'existe aucun mécanisme permettant d'intercepter un navire militaire d'État russe opérant dans des eaux enclavées alignées sur la Russie. La livraison a eu lieu parce qu'elle pouvait avoir lieu, et elle aura lieu de nouveau parce que rien n'a changé pour l'empêcher. C'est ici que la marque bruyante de la pression maximale se heurte au problème le plus discret. La pression fonctionne très mal sur une route que personne ne peut toucher. La dimension économique de la situation mérite un examen direct, parce qu'elle révèle une asymétrie fondamentale dans le calcul de l'attrition. Un seul obus d'artillerie de 152 mm coûte environ 400 $ à fabriquer dans le système actuel de production industrielle russe. 40 000 obus représentent donc un coût total de production d'environ 16 millions $. Un seul missile de croisière Tomahawk, qui fait partie des principaux outils utilisés par les États-Unis pour frapper les installations iraniennes de stockage de munitions, a un coût unitaire d'environ 2 millions $. La Russie peut reconstituer la capacité de tir d'artillerie de l'Iran pour une fraction de ce qu'il en coûte aux États-Unis pour détruire cette même capacité par des frappes aériennes. Détruire des munitions au sol devient stratégiquement insignifiant lorsque l'adversaire peut reconstruire ce stock par un corridor d'approvisionnement impossible à bloquer plus vite que les frappes de précision ne peuvent l'éliminer. Le calcul de la guerre d'attrition s'effondre complètement lorsqu'un camp remplace les obus un par un à 400 $ chacun, pendant que l'autre paie 2 millions $ par frappe pour les détruire. Ce n'est pas une équation très flatteuse pour quiconque essaie de vendre une stratégie comme une phrase de rassemblement électoral. Les États-Unis et Israël ont mené plus de 3000 frappes aériennes combinées contre des cibles militaires iraniennes depuis le 28 février. Des dépôts de munitions ont été touchés, des installations de stockage ont été confirmées détruites, des infrastructures logistiques ont été dégradées, et pourtant, au 25 avril, les forces d'artillerie iraniennes ont reçu la plus importante livraison unique de munitions de tout ce conflit par un canal qu'aucune de ces frappes aériennes ne peut atteindre ou menacer. La conclusion opérationnelle qui en découle est inconfortable, mais mathématiquement inévitable. Détruire les munitions iraniennes sur le sol iranien est fonctionnellement sans pertinence si la Russie peut reconstituer ses réserves via la Caspienne, plus vite que les campagnes aériennes ne peuvent les éliminer. L'historique des livraisons précédentes par cette route rend la tendance impossible à manquer. De précédentes traversées de la Caspienne, effectuées à la mi-mars, avaient déplacé un total combiné d'environ 150 tonnes de munitions.
La livraison du 24 avril par le seul Mikhail Strekhalovski dépasse toutes les livraisons de munitions précédentes par la Caspienne, combinées par un facteur de plus de 3. La Russie ne maintient pas un niveau de réapprovisionnement stable. Elle augmente activement le volume de soutien matériel qu'elle fournit en proportion directe des rythmes de consommation accélérés de l'Iran. Si 500 tonnes sont possibles en un seul voyage, 2 voyages peuvent déplacer 1000 tonnes. Si le Mikhail Strekhalovski peut effectuer cette traversée une fois, il peut la refaire chaque mois. La route est établie, la capacité existe et l'isolation face aux interférences occidentales ne va pas disparaître. Les commandants terrestres iraniens font maintenant face à un environnement stratégique fondamentalement différent de celui qui existait il y a 72 heures. Avant la livraison du 24 avril, ils économisaient leurs tirs, réduisaient leurs options offensives et géraient une lente diminution de leur capacité d'artillerie. Aujourd'hui, ils disposent des réserves nécessaires pour mener des bombardements préparatoires soutenus avant des assauts terrestres, maintenir un tir de suppression continue dans les secteurs défensifs contestés et exécuter des salves de roquettes concentrées contre des cibles prioritaires sans épuiser des réserves qu'ils ne pourraient pas remplacer. Les munitions livrées le 24 avril ne garantissent pas une victoire iranienne dans ce conflit. Ce qu'elles garantissent, c'est l'endurance. Dans une guerre prolongée où les deux camps calculent les échéanciers d'attrition et surveillent les rythmes d'épuisement des stocks, l'endurance est la variable qui détermine quel camp atteint le point de rupture en premier. La campagne terrestre vient d'être prolongée d'au moins 2 mois. Le corridor d'approvisionnement qui l'a rendu possible ne peut pas être fermé et ce ne sera pas la dernière traversée. Merci de nous avoir suivis. Pour ne rien manquer de l'actualité, abonnez-vous au L'Actu en perspective et activez la cloche. À très vite pour un prochain décryptage